Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce cours sur MVA, le premier dédié à Windows 10 pour l'entreprise. Je suis avec Pascal et Stanislas. Bonjour. Et on va passer les prochaines minutes ensemble à découvrir un peu le rideau sur Windows 10 et ses apports pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça va concrètement nous apporter en tant qu'organisation Windows 10. Alors Windows 10 pour l'entreprise, si on devait retenir finalement 4 piliers ou 4 grands points, le premier c'est que ça a été conçu pour apporter plus de productivité ou facilité dans votre, on va dire, travail de tous les jours, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit pour l'entreprise. Ici on parle d'entreprise, mais la productivité des fois c'est aussi du temps gagné pour faire des choses personnelles. C'est également des appareils, on va dire, innovants dans le cadre de votre activité. C'est effectivement, on va voir qu'on a décliné Windows 10 sur des équipements qu'on n'avait pas jusqu'ici. C'est également un système qui est, et là ça nous fait plaisir à tous les trois, qui est à nouveau ultra axé sur la partie sécurité, parce qu'effectivement le but c'est de s'adapter aux menaces modernes, d'avoir des mécanismes de protection pour se prémunir des problématiques qu'on a pu avoir durant les dernières années. Et puis c'est un système d'exploitation qui est entreprise, donc on va parler de management ou d'administration, et le tout avec effectivement des outils qui sont adaptés à toutes ces nouveautés. Donc, vous l'avez probablement déjà vu, mais effectivement Windows 10 est désormais une seule et même plateforme pour une gamme d'appareils qui vont aller du tout petit appareil au très grand. Alors les formes effectivement peuvent changer. On va avoir effectivement, on va partir du téléphone jusqu'au le grand écran all-in-one. Les interfaces vont pouvoir s'adapter en fonction effectivement de ces contextes, de ces formes verticales, horizontales, toujours avec bien entendu des performances adaptées aux besoins à l'instant T, et pour des prix qui vont vraiment varier de quelques dizaines d'euros jusqu'à après plus cher. Donc vraiment une gamme ultra variée comme jamais en fait on a pu la connaître au sein d'une même édition en fait de Windows. Donc appareil moderne, je pense qu'il n'y a pas à débattre que depuis la sortie de Windows 8, c'est-à-dire 2-3 ans, eh bien on commence maintenant à avoir un marché qui est relativement inondé d'appareils 2 en 1. C'est-à-dire qu'on a eu la vague où effectivement les gens avaient des PC portables et ont voulu s'acheter des tablettes. Et puis le fait est que ça fait quand même lourd dans les sacs. Et que souvent, est-ce qu'on a besoin de 2 appareils ? Il y a plein de scénarios où finalement un 2 en 1, c'est-à-dire un PC portable pour se transformer en tablette en fonction des besoins, c'est finalement la bonne solution dans plein de cas. On a eu également le retour du stylet avec des écrans tactiles et des stylets super précis. Et on a vu ça arriver dans un très bon 2 en 1 justement qui est la tablette Surface, qui en est aujourd'hui à sa troisième génération, qu'elle soit en pro ou en version normale. Et donc c'est vraiment le grand retour et la réutilisation du stylet, en plus du tactile et en plus effectivement des interfaces telles que le clavier et la souris. Et puis effectivement on a ces convertibles également, donc là j'avais le 2 en 1 qui était en mode détachable où effectivement on a l'écran qui se clip à une base clavier pour en contenir un disque dur ou de la batterie. On a également les pliables ou les transformables où effectivement d'un PC traditionnel portable, en ayant une charnière un peu plus grande, on peut le retourner, typiquement ça c'est un Yoga de chez Lenovo, et on peut avoir une tablette effectivement très facilement en quelques gestes. Alors, on a également des nouveaux types d'appareils qui apparaissent avec Windows 10, parce que je vous l'ai dit, Windows 10 va du tout petit appareil de quelques dizaines d'euros jusqu'à beaucoup plus grand et beaucoup plus cher. Le plus petit quasiment qu'on puisse avoir, effectivement, c'est de l'IoT, donc de l'Internet of Things, dont des petites cartes électroniques qui seront en fait, qui vont contenir juste le minimum en termes de mémoire, en processeur et stockage, pour exécuter effectivement une version supra-allégée de Windows. Une des plus connues peut-être aujourd'hui, c'est le Raspberry Pi 2, sur lequel désormais on peut faire tourner Windows 10 dans sa déclinaison Internet of Things. Et on peut faire tourner le même code en fait sur ce petit Raspberry Pi que sur un grand écran ou sur un PC portable Windows ou une tablette. On a également HoloLens. HoloLens, ça a été présenté à la conférence Build, si je ne dis pas de bêtises, cette année en 2015. C'est un système en fait, c'est un PC, on ne dirait pas comme ça ressemble plutôt à des lunettes ou un casque de pilote d'hélicoptère, un bout de casque de pilote d'hélicoptère. Mais en fait, c'est des lunettes qui vont permettre de faire de la réalité augmentée avec des hologrammes en fait qui vont apparaître. Et là encore, les applications qui seront utilisées, certaines applications sont directement des applications Windows 10, qui sont simplement recalquées sur un périphérique un peu différent. Ce périphérique-là est un PC, entre guillemets, Windows 10, là encore. Et puis, si on continue, on a également le Surface Hub, qui est en fait on va dire un écran très haute résolution, c'est de la 4K,
assez grand, donc on dépasse les 100 pouces. Deux tailles 55 et 84 pouces. 84 pouces, pardon, donc on dépasse le 1 mètre de diagonale. Et là, c'est vraiment des écrans à but professionnel pour pouvoir être utilisés dans des salles Salle de réunion. Salle de réunion, salle de travail. Et ça intègre effectivement à l'intérieur un Windows 10 avec tous les composants logiciels pour faire du travail collaboratif, le tout interconnecté avec des solutions comme Skype for Business, par exemple, ou Office 365. Et là encore, l'écran est tactile, il y a du stylet, il y a de la reconnaissance avec des caméras. Donc là, en vrai, c'est des appareils qu'on n'avait pas jusqu'ici, entre guillemets, pour ce type d'usage. Notez que le Surface Hub sera précommandable début août. Pour Juste la après France, la sortie. c'est ça? Pour les États-Unis, certainement. Pour la France, je ne sais pas. Ça devrait pas tarder, on me dit dans l'oreillette. Alors, les options de déploiement, mon cher Arnaud. Alors on avait historiquement pour le déploiement de Windows cette habitude de faire ce qu'on appelle du wipe and load, c'est-à-dire en gros globalement on va utiliser l'outillage de Windows, le Microsoft Deployment Toolkit, les utilitaires de capture de l'état d'utilisateur, l'USMT, pour en fait faire un processus relativement classique et lourd qui va consister à se dire qu'on va capturer les données d'utilisateur, capturer l'environnement utilisateur, déployer une nouvelle image qui va pouvoir être personnalisée avec des nouveaux paramètres et puis ensuite réinjecter les drivers, les applications et l'état utilisateur qu'on a capturé. Donc MDT, USMT, c'est les outillages qu'on utilise dans ce genre de configuration. Donc ça reste encore une opportunité, une possibilité qu'on va avoir avec Windows 10, mais on a surtout en fait deux nouveaux scénarios sur lesquels on a beaucoup insisté, un étant encore plus nouveau que l'autre. Le premier de ces nouveaux scénarios, c'est la mise à jour InPlay sur lequel on a beaucoup travaillé. Entre autres, grâce au programme Windows Insider, dans lequel il y a plus de 4 millions d'utilisateurs. C'est des utilisateurs qui ont décidé de tester un petit peu en avance de phase Windows 10 et puis différentes fonctionnalités à leur rythme. Eh bien, on a testé comme ça la mise à jour de l'operating system de manière régulière. Et ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment avoir un scénario où on passe de Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. On revient quelques heures après, et puis ce qu'on avait, notre environnement utilisateur, tout l'environnement de travail est directement mis à jour dans le nouvel operating system. On perd rien, même pas du temps, puisqu'on va prendre des cafés et des repas pendant ce temps-là. Donc on perd rien du tout de l'état de la machine. Donc très intéressant, travailler sur cette image standard qu'on va déployer, qui va passer par différents systèmes de déploiement classique, de déploiement des mises à jour telles qu'on les connaît. Certains pourraient dire, mais finalement l'upgrade d'un système ancien vers la nouvelle version, on l'avait déjà, sauf que là, vous remarquerez qu'il y a Windows 7, 8 et 8.1. Donc là, on a un spectre qui est beaucoup plus large. C'est ça la différence. De versions. Ouais. Et puis, le dernier scénario qui est vraiment là complètement nouveau, c'est le scénario de provisioning, qui va permettre complètement de transformer un operating system, qu'on va dire tout à fait lambda et standard, et puis de le transformer en vrai PC d'entreprise de manière simple et rapide. Alors en gros, on va permettre avec ça de faciliter le passage à des scénarios de Bring Your Own Device. Il y a des certain nombre d'organisations qui passent dans ce mode-là, où on dit voilà, je donne une enveloppe budgétaire à mes utilisateurs, et puis après c'est à eux d'aller acheter ce qui leur plaît. Et puis la problématique quand on était dans ce mode là, c'est aussi de se dire mais j'ai quand même un certain nombre de choses que je veux standardiser dans la configuration de mes environnements utilisateurs pour les rendre plus productifs. Comment est-ce que je m'assure de ça? La réponse n'était pas nécessairement évidente, et c'est ce qu'on a voulu faire avec Windows 10, apporter des réponses qui vont permettre de faire ce déploiement, ce provisionnement de manière simple. Quand on dit de manière simple, ça veut dire qu'on va prendre un fichier de configuration, un package de configuration, un provisioning package, et puis à partir de l'exécution de ce provisioning package, un ensemble de transformations vont se passer sur la machine. Cet ensemble de transformations, ça va pouvoir être par exemple de passer depuis l'édition Pro de Windows vers une édition Enterprise, pour tirer parti des fonctionnalités additionnelles de Windows Enterprise, de type Direct Access, il y en a plein d'autres, on en reparlera tout à l'heure. Ce fichier, on va pouvoir simplement l'envoyer à l'utilisateur via un mail, le pousser via des solutions par exemple de MDM, ce genre de solutions assez simple et facile. Et puis avec ce provisioning package, je vais pouvoir définir tout un tas de paramètres, tout un tas de trucs que je vais mettre sur la machine, genre des drivers que je vais rajouter, des connexions VPN que je vais rajouter, des connexions Wi-Fi que je vais rajouter, déployer également du soft. C'est-à-dire qu'on peut faire un provisioning package sur lequel on va cliquer
et tout ça va s'appliquer sur la machine. La machine va rebooter et elle sera complètement conditionnée pour être pratique. Donc ça, c'est vraiment un gros effort et un gros scénario qu'on a préparé pour Windows 10. Tout ça, ça se passe dans un nouvel outil qui apparaît dans le ADK. Alors le ADK, c'est anciennement le WIK, anciennement etc. Vous savez, on aime bien changer le nom de produit à chaque fois. WIK, Windows Automating Installation Toolkit. Ouais, mais ça n'avait pas le coup de s'en souvenir parce qu'on a déjà une nouvelle version. C'est le ADK, maintenant le Assessment and Deployment Toolkit. D'accord. Vivement la saison prochaine. On l'a bougé, en fait, avant c'était sur TechNet, on l'a mis sur MSDN maintenant. On l'a caché. Voilà, comme ça, ça me fait plus peur à l'IT. Non, je ne vais pas aller traîner sur MSDN pour trouver des choses. Mais si, ça se trouve sur MSDN. Donc on installe l'ADK qui va aller chercher en fait globalement tout l'outillage. L'ADK, c'est une grosse enveloppe qui vient avec USMT, avec le WinPE pour faire l'environnement de développement, avec aussi des petits bouts de MDT qui traînent pour faire l'expérience de setup de mes utilisateurs. Et le nouvel outil qui apparaît dans ce toolkit, c'est le Windows Imaging and Configuration Designer qu'on voit ici à l'écran et qui va nous permettre de créer des provisioning packages ou des desktop image customization. Les deux sont à peu près similaires et comparables. Et en gros, si on regarde un petit peu dans l'arborescence de ce produit, on voit qu'il y a plein de choses ici. Il y a la partie application, la partie driver set, driver, features on demand, language pack. Et puis il y a toute une partie de settings sur lequel on va pouvoir rajouter de la custo pour Internet Explorer, des folders, device management, les profils de connexion VPN, etc. Des modern apps qu'on va pouvoir pousser. Et puis, là, je ne sais pas si vous voyez, je suis sur une petite section particulière qui est le Upgrade Edition Key. Et ça, c'est la clé produit magique. Donc c'est pas noté parce qu'elle n'est pas secrète. C'est pas une clé produit secrète que je vous donne comme ça gratuitement pour ce cours. Simplement une clé produit qui va permettre de transformer un operating system en operating system de type Enterprise. Et là, le dit est relativement simple. Une fois que cette machine va être passée en Enterprise, elle va aller chercher le KMS de l'organisation ou l'Active Directory pour s'activer comme tout SKU de type entreprise. Donc là, en fait, on est dans ce Windows Imaging and Configuration Designer. Qui est dans l'ADK, c'est ça? Dans l'ADK, exactement. Je vais faire ma petite tambouille. Ici, on voit que la seule custo que j'ai spécialisée, c'était le Upgrade Product Key. Mais je pourrais rajouter toute ma petite cuisine. Et puis une fois que je fais ça, je vais pouvoir exporter le package. Et puis ça, j'aurai un petit app packagé qui va être généré. Et je pousserai ça à mes utilisateurs. Et puis ce sera à partir de ça qu'ils vont aller l'exécuter. Hop, on le voit par ici. Donc là, celui de mise à jour de la clé produit, il fait 30K, parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans, mais vous imaginez que si vous mettez Office dans le truc, ça va prendre un petit peu plus de place. Est-ce qu'un jour, le ADK qui s'appelait le WIK pourrait s'appeler le Deployment Software Kit, un truc comme ça pourrait être intéressant. Oh là, mais donne pas des idées comme ça, personne du marketing pourrait s'en approprier. Donc là, je vais créer un petit package, on voit que c'est cet outil, le Windows Imaging and Configuration Designer. Cette petite opération que j'ai faite d'upgrade product key, elle sera aussi disponible en interface graphique. C'est-à-dire que si on va dans Windows, dans la partie propriété de ma machine, et je vais dans la partie Update and Security, tu vois, je vais pouvoir changer ma product key, et si je mets cette clé produit magique, hop, il va détecter et il va dire tiens, dis donc, la clé que tu me proposes là, c'est la clé magique qui permet de passer de ton édition vers l'édition Enterprise. Est-ce que ça te dit ? Oui, ça me dit. Grave, ça me dit. Appuie sur Start Upgrade, il fait Start Upgrade, il fait un petit peu de tambouille en local. Vous en doutez bien, il va rebooter pour appliquer la configuration. Donc, comme habituellement, quand on fait un changement dans les fonctionnalités de Windows, ça va se passer. Et puis, l'étape d'après, c'est que votre machine va rebooter, il va dire hop, Upgrade Complete. Et si vous allez voir ici, alors attention, c'est assez fin, il va dire Windows 10 Enterprise Insider Preview. Donc là, j'ai fait avec la 10.130. J'ai été d'une version pro et c'est un test réel que j'ai fait parce qu'un collègue taquin m'a passé une clé USB avec l'édition pro. Je me suis rendu compte après, je me suis dit comment je la passe en Enterprise. J'ai utilisé cette méthode et puis ça a marché. Je suis passé vers l'Enterprise. Ça, c'est vraiment nouveau parce que jusqu'ici, on avait autant on pouvait faire des upgrades des versions Home vers Home Premium, vers Ultimate en Windows 7, qu'on pouvait faire plus ou moins la même chose dans Windows 8 d'une normale vers une pro. Mais la pro vers l'entreprise ou de la normale, la personnelle vers l'entreprise, on ne savait pas le faire. C'était un DVD, une image à part, à ma connaissance. Absolument. Tout à fait, c'était un support à part. Donc la boucle est bouclée. Eh bien, nouveau chapitre qui nous intéresse particulièrement, la sécurité dans Windows 10. Donc ça faisait longtemps, depuis Windows Vista, qu'on n'avait pas une grosse révolution au niveau de la sécurité dans Windows. Là, on peut pas, on pas une révolution à proprement parler, mais quand même une belle évolution avec des belles fonctionnalités de sécurité. Donc qu'on peut classer en 3 catégories, la protection d'identité, protection des informations et puis protection de l'appareil. Et on va voir un petit peu tout ça.
Donc, en termes de protection d'identité, donc vous avez peut-être déjà entendu parler de ces technologies-là, Microsoft Passport et Windows Hello, elles vont de pair. Et on va voir dans les minutes qui suivent de quoi il s'agit. Il y en a une Rassure-moi Pascal, excuse-moi de te couper, Microsoft Passport n'a rien à voir avec Microsoft Passport. Alors, non. Microsoft Passport, c'était l'ancien nom de ce qu'on a appelé ensuite les Windows Live ID et qu'on appelle maintenant des comptes Microsoft. Qui étaient aussi des comptes Hotmail. Ouais, exactement. En même temps, le protocole d'authentification en fait qu'on appelait Microsoft Passport à l'époque. Les gens qui choisissent les noms se renouvellent assez régulièrement, donc du coup, ceux qui ont créé Passport édition 2016 sont probablement trop jeunes pour avoir connu Passport édition 94 ou édition 95. 97, je crois. Peut-être pas si longtemps. C'était un petit point histoire. Pour savoir remettre un peu de contexte. Hein, ça pour rappeler qu'on n'est pas tout jeune. Rien à voir, il est fils unique. Aucun rapport. Et donc le troisième point, Hyper-V Virtual Secure Mode, on va en parler également. C'est un composant de bas niveau qui va un peu sous-tendre plusieurs des fonctionnalités de nouveautés de sécurité de Windows 10. Donc Microsoft Passport. Microsoft Passport, ça fait partie de ce qu'on a fait comme initiative pour essayer de se débarrasser une fois pour toutes, et le plus vite possible on espère, de ces mots de passe qui nous enquiquinent un petit peu la vie tous les jours. On est tous à essayer de retenir un nombre important de mots de passe, si possible, le plus complexe possible. Ça devient compliqué, donc on va essayer de faire en sorte de pouvoir s'authentifier sur Windows et de gérer nos identités, de faire du SSO, d'accéder à nos services, sans passer par un mot de passe complexe Hologon. Donc l'idée, c'est de remplacer le mot de passe par une méthode d'authentification basée sur une paire de clés, une clé privée, une clé publique. La clé publique chez le fournisseur d'identité, donc dans Active Directory, dans Azure Active Directory, ce genre de choses-là. Et puis la clé privée sur le poste utilisateur. Et cette clé privée, on va la protéger, évidemment. Et donc, la protection de la clé privée, ça va être le rôle du deuxième composant qui va être Windows Hello. Donc, ce mécanisme de clé privée, clé publique, c'est quelque chose qui est connu par l'IT, et notamment si on a une PKI en interne déjà gérée par Active Directory, pas de souci, on peut réutiliser cette PKI pour ce mécanisme de Passport. Si on n'a pas de PKI, on va utiliser Passport pour générer, il va générer lui-même en fait des paires de clés qui ne seront pas sous la forme de certificat X509, mais d'une paire de clés publique-privée. Donc au niveau des fournisseurs d'identité, je l'ai dit, ça peut être Active Directory et Azure Active Directory. Au moment de l'enregistrement, il va falloir s'enregistrer donc dans son Microsoft Passport pour la première fois. Et là, on va pouvoir bénéficier de ce qu'on aura en termes de OTP ou de, par exemple, Multi-Factor Authentication, comme par exemple on connaît avec Azure Active Directory. Et donc, vérifier avec son téléphone, par exemple, qu'on est bien la bonne personne pour initialiser son Passport. Le résultat étant que la clé publique générée par Passport, ou la PKI, sera associée au compte utilisateur chez le fournisseur d'identité. Le principe étant donc, comme d'habitude, avec ce mécanisme clé publique, clé privée, que la clé privée n'est jamais partagée, ne quitte jamais le poste, est protégée par du matériel, en l'occurrence le TPM de la machine. Et dans le cas où on a le matériel qui va bien, on aura également la possibilité d'avoir une attestation des clés, c'est-à-dire la preuve que la clé a été est protégée par du matériel. Ça, c'est TPM 2.0. TPM 2.0, effectivement. TPM 2.0, on va voir qu'il est nécessaire également pour d'autres fonctionnalités également. Le mécanisme de Microsoft Passport consiste donc au final à stocker des containers de secrets, donc au nombre de 2, un pour les données, les secrets professionnels, un pour les secrets personnels. Et donc dans ces containers, c'est là qu'on va stocker nos credentials, nos informations d'identification pour accéder à nos services. On ne protège jamais assez ses secrets. C'est un fait depuis des années. Non, c'était juste... Une note au passage. Une note au passage, non, c'est vrai, en fait, depuis des années, et en fait, on en revient sur la boucle, et là on va boucler la boucle, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens ont plein de secrets qui sont pleins de mots de passe, et comme en fait, ils veulent faire simple parce qu'ils ont qu'une mémoire, et ben ils ont quasiment qu'un seul secret qui est le même mot de passe partout. Et c'est pour ça en fait qu'on fait ce truc-là en fait. Exactement. Ce qu'on peut dire également, c'est que on connaît dans Windows 8, Windows 8.1 des mécanismes d'authentification sans mot de passe, avec une image, avec un code PIN, très simple, ou avec une empreinte digitale, du biométrique.
Dans Windows 8 8.1, ces méthodes ne sont qu'une protection du mot de passe de l'utilisateur qui est ensuite déchiffré avec ces méthodes et joué classiquement avec WinLogon qui va passer le mot de passe, qui va le hasher, etc. Qui va utiliser les protocoles habituels. Alors que là, non. On va effectivement s'authentifier avec notre clé privée. Donc c'est un autre mécanisme d'authentification. Ça permet d'éviter les petits plaisantins qui vont s'amuser à récupérer les hashes des mots de passe. Par exemple. Donc Windows Hello fait partie des mécanismes qui vont permettre de déverrouiller cette clé privée. Donc on va avoir en fait pour déverrouiller cette clé privée soit l'utilisation d'un code PIN, ça va être la méthode la plus simple qu'on va vous demander par défaut au départ. Et ensuite, Windows Hello, donc ça va pouvoir enrichir l'expérience avec des mécanismes biométriques comme la détection du visage, la détection de l'iris, de l'œil, et la détection d'empreintes digitales. Donc c'est plutôt sympa, vous avez certainement vu les démos, par exemple aux conférences de l'Ignite, avec comme on voit sur l'écran ici, un petit personnage avec 2 yeux comme ça qui vous regarde, qui est mobile. Qui a l'air de vous regarder quand il est en train de vous reconnaître. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans cette capture d'écran, Pascal, que tu as fait avec ton ami Miranda, on voit qu'on a un format qui est quelque chose qu'on connaît, un téléphone Windows Phone. Enfin, c'est un Windows 10, on l'a dit qu'on était sur toutes les tailles Windows 10 de périphériques. mobile. Windows 10 mobile, et qu'on a le PC à côté, et que basiquement, Hello est la même chose des deux côtés. C'est-à-dire qu'on va fonctionner avec les mêmes mécanismes, qu'on soit sur du téléphone ou sur, effectivement, du PC. D'où, effectivement, le code PIN qui est la première méthode d'authentification possible pour Hello. Pour Passport. Pour Passport, pardon, excuse-moi, autant pour moi. Pour Passport, parce que typiquement, tous les téléphones n'ont pas une caméra de reconnaissance du visage, ou une caméra, un lecteur d'empreinte d'iris, ou un lecteur digital. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en fait le code PIN comme premier moyen le plus simple de déverrouiller, ce qui est le plus compatible avec les téléphones. Parce que rappelons que les vieux téléphones ou les téléphones qui sont actuellement sur Windows Phone 8.1 vont pouvoir être upgradés en fait sur du Windows 10. En gros, la plupart des choses qu'on dit dans cette vidéo s'appliquent aussi bien au téléphone qu'au PC. Par exemple, tout à l'heure, les packages de configuration s'appliqueront également à Windows 10 mobile. Tout à fait. Donc, puisqu'on parlait de matériel de reconnaissance des visages, il y a des conditions quand même au niveau de ces caméras, notamment les caméras pour la reconnaissance du visage. Oui. Et il y a un modèle aujourd'hui qu'on connaît qui est compatible. Alors, les conditions sont indiquées ici, hein, notamment pour la caméra d'authentification par reconnaissance du visage. C'est une caméra qui doit être avec un éclairage infrarouge. Donc, on doit avoir une petite LED infrarouge qui éclaire le visage de la personne. Qui sera filmé sur les fréquences infrarouges, de façon à éviter, comme on voit sur les photos sur cette diapositive, éviter que les photos, les écrans qui affichent des photos, etc., remplacent le visage. Oui, en fait, ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, parce que la reconnaissance faciale, c'est des travaux qui existent depuis des années, c'était qu'à vouloir prendre une image en lumière réelle, celle qu'on a là, une lumière ambiante, en fait, c'était très difficile pour les algorithmes de détection de visage, simplement parce qu'en fonction de là où est placée la lumière, ton visage va subir en fait ou provoquer différentes ombres, ce qui fait que ça rend plus difficile entre guillemets le calcul entre guillemets ou la vérification de la matrice de ton visage par rapport à l'échantillon qui a été enregistré. Alors que quand on projette en fait une image infrarouge, du coup en fait on ne subit pas en fait ces effets d'ombre. On a vraiment la vraie structure entre guillemets du visage, et ce qui simplifie également la vitesse de reconnaissance et la fiabilité de reconnaissance. D'accord. Donc le modèle qu'on connaît aujourd'hui qui est compatible avec ce mécanisme-là, c'est un modèle d'Intel. Oui, c'est la caméra RealSense 3D. RealSense 3D, voilà. Et donc c'est une caméra qu'on peut acheter en kit de développeur qui ressemble un peu à une Kinect. Et en fait, ils l'ont annoncé dans leur conférence récemment, ils vont fournir les mêmes équipements en version miniaturisée. Et en gros, vous ne le verrez pas, mais vous aurez des PC portables où la webcam en fait sera une webcam avec la technologie Intel RealSense derrière, 3D. Et du coup, en fait, la fonction sera native dans les PC, quoi, tout simplement. On la trouve déjà sur trois modèles de PC portables outre-Atlantique. Entre autres, il y a certains modèles de Yoga qui l'implémentent. Ouais, donc Lenovo, il y a un Acer également qui doit valoir à peu près 1200 €, quelque chose comme ça pour être traduit. Et il y a un HP aussi. Voilà. Envy, quelque chose. D'accord.
Et je me suis laissé dire également que la Kinect V2 pouvait tout à fait servir de caméra. Un peu gros sur un PC portable, mais... Un petit peu gros, mais bon, pour des... En même temps, ça pour peut des jouer, tests. tu peux te faire une petite partie après sur ton PC portable. Exactement. Autre amélioration de sécurité, donc une réponse à un problème qu'on a maintes fois expérimenté chez des clients, c'est le problème dit des attaques de type pass-DH. Donc qu'est-ce que c'est que ce barbarisme? C'est simplement une technologie, un mécanisme qui permet à un attaquant malveillant, une fois qu'il est administrateur sur un poste, eh bien, d'aller dans la mémoire du poste et puis aller lire notamment les secrets qui sont stockés dans un process qui s'appelle LSASS. Process très connu des administrateurs Windows. Voilà, la Local Security Authority de Windows, qui gère un petit peu tout ce qui est authentification et qui va discuter avec tous les autres mécanismes d'authentification du poste. Et donc, en l'occurrence, dans ce process-là, dans sa mémoire, on peut trouver, si on cherche bien, des secrets du type les hashes correspondant à au mot de passe des comptes qui ont ouvert des sessions sur ce poste-là. Donc, on peut avoir des services qui utilisent des comptes système privilégiés. Et donc les attaquants en général, suite à une attaque très simple à partir de pièces jointes de messages, etc., où ils vont prendre la main sur un poste, ils vont s'exécuter sur un poste, vont pouvoir donc sur un poste voler des secrets, avec ces secrets aller sur d'autres machines du réseau de l'entreprise, trouver des secrets plus intéressants jusqu'à ce qu'ils deviennent petit à petit comme ça administrateurs du domaine. Donc on a rencontré ce phénomène-là chez pas mal de clients, c'est un souci. Et pour répondre à ceci, on a une réponse aujourd'hui dans Windows 10 qui est assez intéressante, qui consiste à protéger ces secrets, cette fameuse partie très sensible de LSASS qui va contenir ces secrets. Donc cette technologie consiste à avoir des parties de mémoire protégées en lecture vis-à-vis d'autres process du noyau. En gros, un process normal du noyau normal de Windows ne pourra pas lire ces parties de mémoire. Et pour mettre en place cette isolation de certaines parties de la mémoire, en fait, on se base sur des technologies exposées par Hyper-V dans Windows 10. Donc Hyper-V va être présent systématiquement sur ces machines-là. C'est les machines concernées dans Windows 10. Et qui sont rendues possibles également par les extensions des CPU de virtualisation, donc le type VTD, exactement, et le TPM 2.0. Donc il faut un TPM 2.0, il faut du VTD sur le processeur, et il faut cette couche Hyper-V qui va permettre ceci. Donc ça s'appelle le Virtual Secure Mode, qui permet de mettre en place ces zones de mémoire isolées en lecture. Donc ce qui va se passer, c'est que quand une partie de l'OS du noyau aura besoin d'utiliser ces secrets, il devra passer par des appels RPC, et tout se fera enchiffrer entre le noyau et la partie protégée de LSASS. Puisqu'on est à la partie de protection contre les attaques passe de hache, je ne peux pas résister à vous parler d'un produit fantastique qu'on a également du côté serveur qui s'appelle Microsoft Advanced Threat Analytics, qui permet en fait de détecter ce genre de comportement qui est assez simple en fait à voir dans un réseau. Simplement un utilisateur qui habituellement se logue sur un poste avec un compte en particulier et va connecter un ou plusieurs serveurs. D'un seul coup en fait ce qu'on appelle un mouvement latéral d'aller sur plein de serveurs d'un seul coup, en fait c'est un comportement qu'on peut détecter. Donc ATA, Advanced Threat Analytics, va pouvoir détecter ce comportement-là parce qu'en fait il va analyser ce qui se passe via le dialogue avec les contrôleurs de domaine et donc va permettre d'avoir une défense comme ça en profondeur, y compris à l'heure actuelle du point de vue serveur sur détecter ce genre de comportement, ce genre d'attaque passe de hache qui autrement sont extrêmement difficile à détecter avec les outils classiques de type IDS, IPS, puisqu'en fait quand l'utilisateur fait une attaque passe de hache, il utilise des outils standards de type PSExec, etc. Enfin tout l'outillage d'administration de base pour pas se faire repérer justement. Mais là, c'est le comportement qui est flagrant en fait d'une attaque passe de hache. C'est vraiment le fait d'aller se balader un peu sur tous les serveurs et de récupérer de l'information. Donc c'était la partie serveur. J'ai pas pu m'empêcher. ATA, Advanced Threat Analytics, produit fantastique. On fait de la prévention, on fait de la surveillance, enfin il y a besoin des deux effectivement. Et d'ailleurs, si on prend le slide suivant, on va parler également finalement de la protection de ce qui est le plus essentiel. La protection de l'information. Exactement. Donc la protection de l'information, là on va s'intéresser à des scénarios qui sont déjà pris en compte dans Windows 8.1 avec des technologies comme Selective Wipe. Donc on administre les postes, etc. Et on est capable de dire toutes les données de l'entreprise qui se trouve sur un poste personnel, on va les isoler, on va les chiffrer, on va les protéger et on va garder la main dessus, c'est-à-dire que l'entreprise pourra éventuellement les supprimer du poste. Les supprimer en fait en supprimant les clés de chiffrement
qui servent à protéger ces données en question. On va un petit peu plus loin dans Windows 10, toujours avec les outils de management de type Intune, SCCM ou d'autres MDM compatibles comme les concurrents de Intune, qu'on connaît bien, et qui seront tout à fait à même de gérer ces mêmes fonctionnalités dès la sortie de Windows 10. Donc on aura pareil que dans Windows 8.1, le chiffrement des données d'entreprise, avec des technos basés sur EFS, mais avec un certificat géré par l'entreprise. La suppression possible à distance des données de l'entreprise. Et puis la possibilité de limiter l'accès aux applications. Donc comme on a déjà vu dans la version précédente, possibilité de dire, entre telle appli, je vais avoir des applis qui sont gérées, donc des applis qui sont dignes de confiance vis-à-vis de l'entreprise, qui auront le droit d'accéder aux données de l'entreprise, les autres applis personnelles, et puis entre les deux, un contrôle de ce qui pourrait être possible comme transfert de données. Par exemple, ici, représenté ici, donc la partie personnelle, la partie professionnelle, et entre les deux, un contrôle par exemple au niveau du copier-coller ou ce genre de choses-là. Exemple, je suis dans Word, je suis dans Outlook, j'ai des données professionnelles, je fais un copier d'informations. Ensuite, si je vais dans mon Gmail pour envoyer un mail personnel, je ne pourrais pas faire coller des informations. De toute façon, on n'aurait jamais collé de données dans Gmail. Exactement. Donc c'est quelque chose qui existait déjà. La nouveauté, c'est que c'est vraiment intégré dans l'OS, notamment dans l'explorateur Windows. C'est exposé sous la forme d'actions. C'est directement actionnable. On peut cliquer à droite sur des fichiers en disant je protège ces données-là vis-à-vis de mon entreprise, pour mon entreprise. La protection des devices, maintenant, des appareils, avec différentes fonctionnalités, différentes technologies. Donc les Secure Boot, c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis Windows 8. Donc la protection du code de démarrage de l'OS vis-à-vis du hardware. Donc on se base sur le matériel pour s'assurer que tout le code qu'on exécute au démarrage est le bon et signé par des bonnes autorités auxquelles on fait confiance. Device Guard, donc Device Guard, c'est une façon d'aller un petit peu plus loin dans cette fonctionnalité-là, en protégeant toujours avec un mécanisme d'isolation basé sur la virtualisation, comme tout à l'heure avec VSM, en protégeant maintenant les composants qui vont vérifier l'intégrité du code de démarrage de Windows. Donc c'est ce qu'on appelle ici au milieu de la slide le KMCI, le Kernel Mode Code Integrity, qui va lui être protégé de la même façon que tout à l'heure le fameux LSASS. Donc de cette façon-là, on a toute une chaîne de contrôle d'intégrité du code qui commence par le Secure Boot avec le TPM de la machine, qui continue par le contrôle du code d'intégrité au niveau des drivers kernel, user, etc. et qui se termine par AppLocker, qu'on connaît également depuis quelques versions de Windows sur le contrôle des applications. UMCI, Pascal, ça correspond à quoi? User Mode Code Integrity. D'accord. Composé au KMCI, qui est le kernel mode. C'est ce que j'ai dit. Non, c'était pour répéter, parce que souvent les acronymes, on a tendance comme ça à en abuser. Oui. Donc c'est pas bien important de... D'accord. On a quand même un changement d'architecture assez significatif dans le kernel de Windows, dans les modes d'isolation entre les processus, entre le kernel et puis le reste du monde qui tourne sur le PC. Exactement. Et puis il faut également ajouter au sujet de Device Guard que évidemment les administrateurs, donc des entreprises, auront la possibilité d'inclure leurs applications, les applications qu'ils auront choisies ou développées en interne dans ce qui sera autorisé d'exécuter sur ces postes, avec un mécanisme de signature. On aura un service public sur le web de signature d'applications, où on pourra soumettre des applications pour les avoir signées, pour qu'elles soient acceptées par Device Guard. Device Guard, attention, c'est quelque chose qui va s'adresser à des machines très sensibles, qui ont besoin d'un très fort contrôle de ce qui s'exécute dessus, et où on doit pouvoir dire je n'autorise rien d'autre que ce qui est vraiment autorisé, donc une liste blanche d'applis. Ça pourrait être des postes en libre service, ça pourrait être des bornes d'accueil, ça pourrait être des PC, je dirais, dans des environnements un petit peu sensibles, de billets, militaires. Des choses comme ça. Ouais. Oui, distributeur de billets, parce qu'effectivement, les fonctionnalités dont on parle peuvent aller du petit équipement, de l'IoT, jusqu'au gros équipement. Voilà, donc on va se baser beaucoup sur la signature de code, le certificat de signature de code. À noter également que Device Guard, c'est une fonctionnalité réservée à la version entreprise de Windows 10. Alors la grosse question aussi, c'est tout ce qui est identité. Ça, il y a des grands changements dans Windows.
en termes de choix d'identité, en fonction en fait, du scénario qui va être retenu par l'entreprise en termes de périphériques pour les utilisateurs, pour leur travail, entre guillemets, avec 2 options, les périphériques qui appartiennent d'un côté à l'entreprise, historiquement, donc c'est-à-dire les gammes de PC qu'on achète ou les PC qu'on propose en catalogue, entre guillemets, de choix aux utilisateurs. Et puis on a toujours cette tendance qui est certes pas généralisée, mais qui existe, qui est le PC personnel avec le Bring Your Own Device, qui peut même être officialisé dans une entreprise, peut-être plus des petites structures où effectivement l'employé va s'acheter le PC qu'il a envie, et puis après il le raccorde dans l'entreprise. Mais d'accord, du coup, là, dans les 3 colonnes qu'on a ici, la première elle est très connue, c'est j'ai un PC entreprise, il appartient à mon Active Directory, donc je joins l'ordinateur au domaine, j'en fais membre, en général c'est l'administrateur qui fait ça ou c'est un package qui va le faire. Les utilisateurs s'authentifient sur leur compte Active Directory et puis on manage tout ça avec de la GPO historiquement et puis éventuellement des solutions d'administration, alors System Center chez Microsoft, mais il y en a d'autres. Finalement, c'est quoi les grosses nouveautés qu'on a dans Windows 10 en plus de ce qu'on a historiquement et qui reste et qui demeure? Alors la nouveauté, c'est qu'on peut avoir des postes qui appartiennent effectivement à l'organisation, mais qu'on n'a pas envie de mettre dans l'Active Directory, dans des scénarios particuliers, par exemple des postes qui ne seront jamais dans les locaux de l'entreprise sur le réseau local, ou des postes qu'on va confier à des sous-traitants et qu'on n'a pas envie de gérer par GPO, SCCM, ce genre de choses-là. Et ces postes-là, donc, on va pouvoir quand même les gérer d'une certaine façon, en leur permettant de rejoindre cette fois-ci notre annuaire, cette fois-ci sous forme de SaaS, notre annuaire Azure Active Directory, qui va pouvoir permettre de gérer ces postes-là. Donc gérer de façon un petit peu différente de ce qu'on connaît avec Active Directory, c'est qu'on n'aura pas les GPO, on n'aura pas les systèmes de management de type SCCM, mais on aura d'autres façons de gérer ces postes-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est une administration un peu allégée par rapport à ce qu'on connaissait historiquement pour ceux qui utilisent massivement les GPO? De passer par du MDM, ça permet effectivement de faire du paramétrage, mais on n'est pas sur le contrôle tel qu'on connaît des GPO. Ou est-ce qu'on est aujourd'hui en équivalence à peu près entre le MDM et puis les solutions entre guillemets traditionnelles à la System Center ou l'Andesk, etc. Alors, c'est surtout aussi la prise en compte du fait qu'on a de plus en plus de services dans les entreprises maintenant qui sont de type SaaS, qui sont exposés par des applications sur Internet avec une authentification basée sur Azure Active Directory. Donc Office 365, mais pas seulement, il y a d'autres applications qui utilisent... Intune, Dynamics, des choses comme ça. Exactement. Donc pour ces applications-là, il faut que les postes, qu'ils soient ou non dans le domaine Active Directory, puissent s'authentifier de façon simple avec du single sign-on, etc. Donc le fait de prendre les postes qui ne sont pas dans l'Active Directory, de leur permettre de rejoindre l'Azure Active Directory, permet de faire ce single sign-on d'une façon simple. Donc d'apporter ces fonctionnalités-là, ce single sign-on avec ces applications-là. Simple, élégante. N'oublions pas également que je ne mets pas de côté les postes qui sont dans Active Directory. Ceux-ci vont également rejoindre d'une certaine façon l'Azure Active Directory. Donc en même temps qu'ils vont joindre l'Active Directory de façon classique, ils pourront, sous réserve d'avoir une infrastructure qui va bien avec du Windows Server 2016, rejoindre en même temps l'Azure Active Directory et avoir le SSO vers les applications cloud. Donc pour nos postes qui ne sont pas dans l'Active Directory, on va donc faire ce qu'on appelle un Azure Active Directory Join. On va rejoindre le domaine Azure Active Directory. Donc pour ce faire, c'est simple. L'administrateur de AAD, de Azure Active Directory, n'a qu'à indiquer ici en bas de la slide qu'on active le Azure Active Directory Join pour tous les utilisateurs ou s'ils choisissent Selected pour les utilisateurs appartenant à certains groupes. Donc là, on est vraiment, si je comprends bien, dans du libre service, c'est-à-dire c'est l'utilisateur qui initialise son arrivée dans l'Azure Active Directory. C'est pas on va voir comment ça se passe. On peut le packager dans un package applicatif. Exactement, on va rejoindre tout ce qu'a raconté Arnaud tout à l'heure, cool. À la fois au niveau déploiement et au niveau provisioning. Avant de parler de ça, un petit détail. Donc quand on fait un Azure Active Directory Join, en fait, on fait 2 choses derrière. On fait 2 choses qu'on connaissait déjà avec la version précédente. On fait une jointure, enfin un enregistrement sur le MDM. Donc on va s'enregistrer auprès d'Intune ou autre. Et puis on fait en même temps un Workplace Join. Voilà. Donc on va enregistrer l'appareil dans Azure Active Directory. Okay. Vous remarquerez qu'ici, sur le screenshot qui est sur cette slide-là, il y a quelque chose qui est grisé. Donc, du moment que l'entreprise est en mode un MDM déclaré, donc Intune par exemple, cette option
d'activer la possibilité de faire du Workplace Join est obligatoire, puisque pour se connecter au MDM, il faut avoir fait le Workplace Join. Et on va ajouter la possibilité de faire le Azure AD Join en plus. Donc comment ça se passe ? La première chose qu'on va voir quand on va démarrer une machine de Windows 10, alors le scénario, ça peut être par exemple, vous confiez une machine que vous avez achetée dans le commerce à votre sous-traitant, en lui disant, ben voilà, c'est ton PC, tu t'installes, ton mail, chez nous, dans notre entreprise, ton mail Azure Active Directory, ça va être ceci, enfin Office 365, ça va être ceci, son mot de passe, c'est ceci, et débrouille-toi avec ça. Donc il va démarrer sa machine, il va dire, on me demande à qui appartient ce PC, ben, ce PC appartient à mon organisation. L'autre choix, c'est il appartient à moi, mais... Si le prestataire commence à dire il m'appartient, c'est déjà que c'est un voleur. Exactement. Voilà. Ensuite, on va dire il appartient à l'organisation, donc j'ai le choix entre deux scénarios. Soit je joins Azure Active Directory, soit je joins un domaine Active Directory classique. Donc on va choisir le premier. Là, on va mettre son mail Office 365, par exemple, et son mot de passe. Donc la chose qu'on connaît. On avait la même expérience de login, mail et mot de passe quand on faisait du Workplace Join, je me souviens. Avec Exactement, d'accord. Puisqu'on le fait en même temps. On le fait aussi en même temps. Simplement, il y a une chose en plus qu'on va voir qui va apparaître après. Donc, il y a la connexion, enregistrement dans le DRS, donc le Device Registration Service, l'enregistrement dans le MDM, Intune ou Office 365. On vous dit, ça ne va pas être trop long, on va créer la session de l'utilisateur. Et hop, dès qu'on ouvre la session de l'utilisateur, Windows 10 va lui demander d'initialiser ce dont on parlait tout à l'heure, son fameux Microsoft Passport. Et là, on lui demande de créer un PIN pour protéger son mot de passe pour son Microsoft Passport. Donc ça veut dire que le PIN est obligatoire c'est pas obligatoire. On peut faire annuler et ne pas rentrer de PIN et se loguer uniquement avec son mot de passe. Ensuite, si on le fait, on aura le choix du mot de passe ou du code PIN. Donc là, ce qu'on est en train de faire, subrepticement, c'est faire un enrôlement avec l'IDP de Azure AD pour faire une négociation, clé privée, etc. On génère la biclée, là, si je ne me trompe pas. Exactement. Et on la protège avec son code PIN. Et après, on pourra aller plus loin, le protéger avec son empreinte digitale, son lecteur de reconnaissance faciale ou d'iris, si on a un super chose. Et comme on est en train de s'enrôler auprès de Azure Active Directory, Azure Active Directory a été configuré d'une certaine façon, en l'occurrence avec une vérification d'identité supplémentaire, dans mon cas, dans le cas que j'ai testé ici sur cette copie d'écran. Et donc, il va me demander un numéro de téléphone, il va m'envoyer un text message, un SMS sur mon téléphone. Je vais devoir rentrer le code, et une fois que j'aurai rentré le code envoyé par SMS, je vais avoir le droit de définir mon code PIN pour protéger ma paire de clés et m'authentifier sur le poste. Et donc la boucle est bouclée au niveau de l'authentification et de... Je me pose une question ici. Je vois qu'il y a une case à cocher qui est Use a 4-digit PIN, donc utiliser un PIN à 4 caractères. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire un PIN qui, entre guillemets, ressemble à un mot de passe et pas être obligé d'avoir un code à 4 caractères ? Exactement. Donc ça sera configurable par le MDM, par Intune. D'accord. Parce qu'en fait, on fait un DRS, on fait un Workplace Join, on joint le MDM. Donc par le MDM descendent des politiques, des configurations de sécurité. Et on pourra très bien recevoir une politique qui dira le code PIN doit être alphanumérique, plus de 6 caractères, etc. etc. Ce qu'on ne voit pas sur le screenshot, c'est qu'on a ouvert une session avec ce compte-là. Et on pourra ouvrir une session sur le poste avec son compte Azure Active Directory, donc son compte professionnel. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Et on aura le single sign-on avec les applis, etc. Donc, autre sujet, le Business Store. Donc ça aussi, c'est une réponse à des problèmes très embêtants pour nos clients sous Windows 8, 8.1. Très légitime. Tout à fait, des plaintes un petit peu légitimes qui concernent le déploiement d'applications modernes sur les postes Windows. Ce déploiement n'était pas simple parce qu'il fallait un Microsoft Account, donc un compte personnel, pour installer ces applications, pour accéder au store permettant d'installer ces applications. Et il n'y avait pas moyen de payer en dehors de la carte bleue personnelle de l'utilisateur. Si on utilisait des applications payantes, on ne pouvait pas acheter en masse pour ses utilisateurs en tant qu'administrateur.
Ce qui était quand même la moindre des choses qu'on pouvait demander à un système de déploiement d'applications. Donc on a pris ces problèmes-là, on les a résolus un par un dans Windows 10 avec ce qu'on appelle le Business Store. Donc le Business Store, c'est quoi? C'est un portail sur lequel l'administrateur va venir, va acheter ses applications et va les mettre à disposition de ses utilisateurs. Il va les acheter en masse, il va pouvoir dire par exemple j'achète 200 licences de telle application et je les affecte à mes utilisateurs. L'affectation dans le store, dans le Business Store est très, très limitée, donc on va préférer plutôt des choses comme Intune ou SCCM pour pouvoir faire cette affectation par groupe de façon un petit peu plus fine. Mais on a le choix de la méthode d'affectation des applications. On aura donc possibilité de faire de l'achat en masse, de faire de la gestion des licences. Donc les licences vont être gérées automatiquement par le store. Si on ne veut pas ce lien et cette gestion online des licences au niveau du store, il y a un scénario offline qui est possible, à condition que l'éditeur ait permis la chose, ait permis le scénario. On va cocher simplement la case j'achète telle appli, mais en mode offline. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on pourra descendre, télécharger les modules binaires de l'application, et puis ensuite les déployer comme on veut. Donc avec SCCM, avec d'autres méthodes, avec les outils de déploiement d'applications modernes que l'on veut. Donc ce qui est plutôt pas mal. Autre sujet, Windows as a Service. Donc Windows as a Service, c'est le terme générique qui décrit en gros la possibilité dans Windows 10 de maîtriser le rythme auquel on va déployer deux choses. Donc il y a les pages de sécurité, les mises à jour de sécurité qui viennent régulièrement. Et puis il y a aussi les mises à jour de fonctionnels, des fonctionnalités. Puisqu'on dit maintenant que Windows 10 va être la dernière grosse version de Windows et que les évolutions de Windows vont venir maintenant par évolution, par mise à jour fonctionnelle en fait, du produit. Alors il y a certains scénarios représentés à droite de la slide ici où certains postes ont besoin d'une stabilité importante. Pour ces postes-là, donc on va avoir des scénarios possibles où on va limiter les mises à jour à juste ce qui est nécessaire, notamment les patchs de sécurité, et puis ne pas déployer sur ces postes-là les patchs de mise à jour mise à jour fonctionnelle. À gauche de la slide, si on prend les postes personnels, domestiques, les utilisateurs personnels, on va pouvoir avoir le fonctionnement actuel à base de Windows Update où on va tout recevoir dès que les mises à jour sont disponibles, rendues disponibles par Microsoft. Et au milieu, on a le gros de la troupe là, qui concerne les utilisateurs d'entreprise. Et les utilisateurs comme nous, par exemple, on est dans un intermédiaire. Les entreprises veulent garder une certaine maîtrise des mises à jour, mais on n'est pas dans un scénario extrêmement contrôlé comme le scénario de droite. Donc pour ce scénario intermédiaire, notamment, on va pouvoir, avec Windows Update for Business, avoir un mode de déploiement à base d'anneaux de déploiement comme on a vu, comme vous avez certainement vu aujourd'hui, les anneaux fast et slow, rapide et lent de déploiement des builds de Windows 10 préliminaires. Avoir des horaires de maintenance, des fenêtres de maintenance, économiser la bande passante avec des transferts peer-to-peer entre les différents postes qui reçoivent les mises à jour, qui se les partagent entre eux, etc. etc. Hop. Différentes technologies de management disponibles pour les sujets qui sont indiqués ici. Par exemple, l'identité, on a vu avec AD et Azure Active Directory. Au niveau de l'administration, on connaît les groupes policy, SCCM, tous les outils de management. On rajoute à ça Intune et les MDM qui vont être compatibles et qui sont fournis par nos amis et concurrents. Au niveau de la gestion des mises à jour, je viens d'en parler, donc on garde la possibilité évidemment avec Windows Update for Business d'utiliser nos outils classiques de type WSUS, Intune, SCCM et autres. Et puis on a parlé également des aspects infrastructure et propriété des postes, donc rien de supplémentaire à dire ici. Au niveau des MDM et des fonctionnalités de Mobile Device Management, simplement pour dire sur cette slide que on a un ensemble très riche, de plus en plus riche de fonctionnalités de gestion des postes mobiles avec les interfaces MDM de Windows. Ça s'applique également, et c'est ça qui est important, de façon totalement identique entre les postes PC et les téléphones. Donc toute la gamme
va être géré avec l'ensemble de ces fonctionnalités-là. Par exemple, définir des profils Wi-Fi d'entreprise, des profils de VPN, des profils de MDM, etc. Du coup, on pourrait presque encourager les entreprises à adopter du Windows 10 pour leur téléphone, parce que fondamentalement, ce serait juste un autre PC à manager avec les mêmes paramètres qui pourraient pousser sur leur Wi-Fi d'entreprise, leur PC ou tablette ou 2 en 1, et puis à leur téléphone. Nous, on dit ça, on dit rien, mais ce serait quand même une sacrée évolution par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui dans le marché, quoi. Sachant qu'avec Windows 10 mobile, on vient avec son téléphone, on le branche sur un écran, on le branche en Bluetooth avec un clavier et une souris, on a un PC. On aura un PC. On aura un PC. Donc, exactement. Donc, quelques fonctionnalités haut niveau sur cette slide sur la différence qu'on va rencontrer entre les versions Home, la version Pro, la version Entreprise et la version Éducation, qui est une nouvelle édition de Windows. À remarquer que la version Éducation, c'est quasiment une version Entreprise, avec en moins cette option de stabilité qu'on appelle la Long Term Servicing Branch, dont je parlais à propos de Windows Update for Business tout à l'heure. On remarque ici que ce qui est dans Enterprise uniquement, par exemple, ça va être le Device Guard, le VSM, donc l'isolation par technologie de virtualisation, etc. Et c'est tout. Et ben voilà pour ce tour d'horizon des fonctionnalités de Windows 10 en entreprise. N'hésitez pas à nous suivre sur nos blogs et Twitter, à interagir avec nous avec le mot dièse cours MVA. N'hésitez pas à venir nous voir dans un événement également, il y en aura de nombreux dans les prochaines semaines, à en pas douter, dans IT Camp ou tout autre événement qu'on vous signalera justement sur les Twitter ou nos blogs. Merci à vous et à très bientôt sur MVA. Au revoir. Au revoir.